Juste après avoir remboursé la dette de 150 000 € de sa famille, mon mari a dit, je vais emménager avec ma maîtresse et mes parents viennent aussi. J'ai souri et dit, alors vous devez tous être partis ce soir. Leurs mâchoires se sont décrochées. Je m'appelle Nathalie, j'ai 31 ans et je suis actuellement directrice principale dans une entreprise technologique. Mon travail exige une concentration absolue et une volonté inébranlable, des qualités que j'ai affûtées pendant plus de 10 ans depuis l'obtention de mon diplôme universitaire. Je ne suis pas né dans une famille riche, mais j'ai grandi en croyant que si je voulais du respect, je devrais travailler 2 fois plus dur que tout le monde. J'ai passé des nuits blanches à étudier dans une minuscule chambre de location juste pour obtenir une bourse d'études complète. Je devais choisir entre acheter des manuels ou dîner, mais finalement, tous ces efforts m'ont valu une position solide à un âge où beaucoup cherchent encore leur voie. Au travail, je suis celle à qui mon patron confie les projets à enjeux élevés, mes collègues respectent ma détermination et ma résilience, mon équipe m'appelle Nathalie d'acier non pas parce que je suis froide, mais parce que je suis claire, juste, et ne laisse jamais les émotions interférer avec le travail. Mais sous cette carapace dure, je sais que je ne suis toujours qu'une femme qui veut être aimée, choyée, et avoir la main de quelqu'un à tenir après une longue journée épuisante. J'ai eu quelques relations par le passé, mais elles se sont toutes terminées rapidement, en partie parce que j'étais toujours occupé et en partie parce que certains hommes ne supportaient pas de sortir avec quelqu'un ayant des revenus ou un statut social supérieur. L'un d'eux m'a même dit en face, « Tu me fais me sentir moins homme ». J'en ai ri sur le moment, mais cette nuit-là, je suis restée assise devant le miroir pendant longtemps. Je ne savais pas ce que je faisais de mal. Puis, un soir de début de printemps, alors que la pluie froide typique de la région tombait encore, mon amie proche Adèle m'a invité à la fête d'anniversaire de son mari. Je ne voulais pas y aller, j'étais épuisé par des réunions en série, et me mêler à une foule d'étrangers n'avait jamais été mon truc. Mais Adèle a supplié, « S'il te plaît, juste 1 heure. Tu es ma demoiselle d'honneur, ne dis pas non comme ça. » J'ai accepté à contre-cœur, et c'est là que j'ai rencontré Étienne. Ce n'était pas le genre d'homme qui renversait les cœurs au premier regard. Il ne se démarquait pas, ne parlait pas beaucoup, et n'essayait pas d'impressionner. Mais son sourire, doux et sincère, m'a étrangement mise à l'aise. « Tu es Nathalie, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé en s'approchant alors que je me tenais seul avec un verre de vin, le regard dans le vide. J'ai hoché légèrement la tête. « Comment savais-tu » Adèle m'a dit que si je voyais une belle femme, seule, ayant l'air de regretter d'être venue, ce serait sûrement toi. J'ai éclaté de rire, pour la première fois depuis des semaines. Nous avons parlé toute la nuit. C'était facile, honnête et direct. Il travaillait dans le conseil en ressources humaines, avait mon âge et avait également traversé quelques relations ratées. Nous avons partagé nos visions de la vie, nous nous sommes raconté des choses au hasard, et finalement, nous avons échangé nos numéros. Je n'y ai pas trop réfléchi à l'époque, je me sentais juste légère. Puis Étienne a commencé à me contacter, des SMS le matin, des nouvelles après mes longues réunions, des vidéos mignonnes de chiens juste parce qu'il savait que j'avais un Golden Retriever quand j'étais petite. J'ai commencé à attendre ces messages avec impatience, et après 2 mois de découverte, il a dit qu'il voulait quelque chose de sérieux. Je ne crois pas aux contes de fées, mais quand Étienne a dit « Peu m'importe que tu réussisses mieux, que tu gagnes plus d'argent ou que tu rentres tard du travail. Je veux juste savoir si tu es heureuse avec moi. » Mon cœur a été touché d'une manière très réelle. J'ai dit oui, et 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Je pensais que le bonheur m'avait enfin trouvé, mais j'avais tort, tellement tort. Notre mariage était simple et chaleureux, organisé dans un petit jardin au nord de la ville, là où nous avions eu notre premier rendez-vous sous la pluie fine de mars. Ce n'était pas glamour comme les choses dont on rêve, mais pour moi, ce moment était suffisant, car l'homme qui se tenait à mes côtés m'avait tenu la main à travers certains des jours les plus difficiles de ma vie. Les parents d'Étienne, Charles et Diane, m'ont d'abord surprise par leur ouverture et leur gentillesse. Diane m'a offert un châle tricoté à la main, en disant « Juste un petit cadeau pour une belle fille qui travaille dans un bureau, on a vite froid. » Charles plaisantait avec Étienne devant moi, disant « Le garçon a de la chance d'épouser une femme aussi intelligente et forte. » J'ai beaucoup ri lors de ces dîners de famille. J'ai même pensé que j'avais peut-être vraiment eu de la chance. Après le mariage, Étienne a emménagé dans mon appartement avec 2 chambres en ville, près du travail, près d'un parc et à seulement 15 minutes en voiture de mon bureau. La vie conjugale semblait paisible au début. Nous nous partagions les tâches ménagères, cuisinions ensemble le week-end, et chaque soir avant de dormir, Étienne posait une main sur mon front et murmurait « Bonne nuit ma femme ». Puis un soir d'octobre,
juste après mon retour d'une réunion client à Bordeaux, Étienne a dit lentement, « Il y a quelque chose dont je veux te parler, mes parents. » Je me suis assise sur le canapé et j'ai retiré mes talons, mes pieds endoloris par la journée. Qu'est-ce qu'il se passe? La santé de mes parents n'est pas au top. Papa a de l'hypertension et maman devient un peu oublieuse. Je suis vraiment inquiet. J'ai hoché la tête. Oui, je comprends, mais nous ne vivons pas exactement à côté. Étienne a fait une pause, puis a dit quelque chose qui m'a glacé, je veux que nous emménagions avec eux, ou du moins que nous transformions leur ancienne maison en duplex. J'ai levé les yeux. Tu veux dire emménager complètement ou juste vivre à côté? En faire un duplex. Leur maison est grande, a un jardin et des fondations solides. Si nous la rénovons, nous aurions notre propre espace et serions toujours assez proches pour nous occuper d'eux. J'ai déjà parlé à un ami dans la construction, ça coûterait environ 100 000 €. J'ai soupiré plus longtemps que je ne l'avais prévu. Il ne s'agissait pas d'être égoïste, je comprenais que les enfants avaient des responsabilités. Mais l'idée d'abandonner notre vie indépendante pour vivre juste à côté de mes beaux-parents, même avec un mur entre nous, me mettait mal à l'aise. Étienne a vu ça. Je sais ce que tu penses, mais je promets que personne ne s'attend à ce que tu joues la belle-fille traditionnelle. Mes parents sont faciles à vivre, ils t'aiment vraiment. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai demandé du temps pour réfléchir, et pendant la semaine suivante, j'ai porté cette question comme un petit caillou dans ma chaussure, à peine perceptible mais impossible à ignorer. Finalement, un vendredi soir après le dîner avec ses parents, j'ai dit oui. Les yeux de Diane se sont embués. Merci Nathalie, je sais que ce n'est pas facile pour toi. J'ai souri, mais quelque chose en moi tirait, d'où et sans nom. Quelques semaines plus tard, Étienne et moi avons commencé à travailler avec l'équipe de construction. Ils savaient qu'ils avaient conçu 2 espaces de vie séparés reliés par un couloir commun avec une porte verrouillable de l'extérieur. De l'extérieur, cela ressemblait à une maison mitoyenne, à l'intérieur, c'était 2 mondes différents. Étienne était excité, choisissant les carreaux, les couleurs des murs, les plans de jardin. De mon côté, j'ai commencé à me sentir comme si j'entrais dans un projet que je ne contrôlais pas entièrement. J'étais incluse dans les conversations, mais les grandes décisions, comme contracter des prêts ou choisir les matériaux, semblaient venir davantage de lui et de ses parents. Un soir, alors que je passais en revue la feuille de budget détaillée, j'ai demandé, « Chérie, comment allons-nous partager les 100 000 € de coûts entre les 2 côtés ?» Étienne a semblé un peu pris au dépourvu. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux juste connaître la répartition. Combien nous payons, et combien tes parents paient ?» Étienne est resté silencieux. Une longue, très longue pause. Puis il a parlé doucement, « J'espérais que tu pourrais avancer l'argent pour l'instant. Mes parents traversent quelques difficultés financières. » Je me suis redressé. « Tu es en train de dire que je couvre tout ?» Il m'a tenu la main. « Pas tout, juste aider pour l'instant. Je te rembourserai avec le temps. » Je n'ai rien dit de plus, mais en moi, une porte s'est discrètement entr'ouverte, et derrière, il n'y avait pas de lumière. Je ne réalisais pas encore que cette porte me mènerait à une vérité qui détruirait tout ce que je croyais sur le mot famille. Un soir de week-end, alors que les plans de rénovation étaient presque finalisés et que les ouvriers avaient commencé à couler les fondations, j'ai décidé de m'asseoir avec Étienne pour revoir les finances plus clairement. Jusque-là, j'avais avancé presque tous les coûts initiaux, frais de conception, acompte de construction et paiement d'avance pour les matériaux. Je ne suis pas du genre à compter les moindres sous, mais je n'aime pas non plus être tenu dans l'ignorance. Étienne, peux-tu me montrer les coûts totaux et la répartition du budget? Je dois garder une trace de tout ce que je paie. Il m'a regardé et s'est gratté la tête. Oui, je vais vérifier, mais Nathalie, il y a quelque chose que je devrais probablement te dire d'abord. J'ai levé les yeux, mon cœur ralentissant comme si je venais d'entrer dans un courant d'air froid soudain. Mes parents, ils ont en fait des dettes, a-t-il dit lentement. Ce n'est pas énorme, mais c'est significatif. Combien? Environ 140 000 €. J'ai failli laisser tomber le verre que je tenais. Dis ça encore, ai-je dit, en essayant de rester calme. 140 000 €. Pourquoi? Papa a investi dans une chaîne de café il y a quelque temps, mais ça n'a pas marché. Puis il a contracté un autre prêt pour rembourser l'ancien. Ça n'a cessé de s'accumuler. Et je n'apprends cela que lorsque la maison est presque construite. Il a évité mon regard. Je n'essayais pas de le cacher.
Je pensais juste que je pouvais gérer ça. Mais maintenant, tout s'accumule. Si nous ne faisons rien bientôt, il pourrait perdre la maison. J'étais silencieuse. Un flot de chiffres et si, m'a envahi d'un coup. J'avais déjà dépensé près de 85 000 € pour la rénovation, et maintenant cette dette. J'étais allé trop loin. Que veux-tu que je fasse, ai-je demandé, ma voix tombant. Étienne m'a pris la main. Je sais que c'est une grosse demande, mais peux-tu aider mes parents? Tu es la seule à pouvoir les sauver en ce moment. Et toi? Je te rembourserai, je promets. J'ai esquissé un faible sourire, non pas parce que j'étais heureuse, mais parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement une femme, j'étais traitée comme une solution financière. Mais j'aimais encore Étienne, ou je pensais l'aimer. Et alors j'ai dit oui. J'ai retiré 70 000 € de mes économies et les ai transférés pour couvrir la majeure partie de la dette de ses parents. Le reste, je l'ai programmé en mensualité de 5 000 €. Chaque paiement était documenté avec des reçus et des relevés de transactions. Diane m'a appelé en pleurant en me remerciant. Charles m'a même envoyé un mot manuscrit, me qualifiant de bénédiction. Cette famille a de la chance de t'avoir. Je le croyais à l'époque. Mais avec le temps, de petites choses ont commencé à ne pas coller. Étienne a cessé de contribuer financièrement. « je te rembourserai » n'est jamais arrivé. Chaque fois que j'en parlais, il y avait une excuse, salaire retardé, fonds bloqués dans un projet. Quand j'ai demandé à voir sa fiche de paie pour réajuster notre budget, il a claqué, « Tu ne me fais pas confiance ? Pourquoi ça revient toujours à l'argent, Nathalie ?» Je n'ai pas répondu. J'étais fatigué, mais j'ai continué à payer. Un an plus tard, après que j'ai effectué le 13e paiement, Diane a appelé, joyeuse, « Tu es formidable, presque fini en un an seulement. Honnêtement, sans toi, nous serions à la rue. » J'ai demandé, « Combien reste-t-il maintenant ?»« Juste environ 25 000, ma chérie. Tu es vraiment la sauveuse de cette famille. » J'ai raccroché, figé. 13 mois et j'avais dépensé près de 120 000 €. Pas de contrat, pas de document légal, juste la confiance. Puis un soir, je suis rentré tôt du travail parce qu'une réunion avait été annulée, et j'ai figé devant la porte du salon. Des rires s'échappaient de l'intérieur. La voix de Charles, il faut bien reconnaître à Étienne qu'il a trouvé une femme qui non seulement rapporte de l'argent mais sait aussi rester à sa place. Diane a renchéri, la dette est presque remboursée, la maison est rénovée, cette fille est un diamant brut. Puis Étienne, avec une pointe de sarcasme, oui, mais une fois que tout sera fait, peut-être devrais-je la laisser tomber tôt ou tard, elle va commencer à poser des questions. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, serrant mon sac à main, le cœur battant si fort que je n'entendais rien. Mais je savais une chose, ce n'était pas une vie que je construisais, j'étais la cible d'un plan mis en œuvre bien avant que je ne dise oui. À partir de cette nuit-là, je n'étais plus la même Nathalie qui riait pendant les dîners, qui croyait aux câlins chaleureux et au pardon silencieux. Je n'ai pas crié, je n'ai pas confronté. Au lieu de cela, je suis devenue silencieuse, comme une surface calme cachant une tempête qui grondait en profondeur. J'ai continué à payer à temps, sans rappel, 5 000 € par mois de mes économies et de ma fiche de paie pour couvrir la dette. En plus de cela, les factures de rénovation ne cessaient d'arriver, comme un refrain cruel, factures de carrelage, honoraires du peintre, nouvelles installations de fenêtres pour l'espace de vie partagé ou tout cela à ma charge. Le sourire d'Étienne n'a jamais changé. Chaque soir, il demandait ce que je voulais pour le dîner, me serrait parfois dans ses bras par derrière pendant que je cuisinais, posait son menton sur mon épaule et murmurait « Merci Nathalie, je sais que tu fais tellement pour cette famille. » Je hochais la tête, mais à l'intérieur, je ne ressentais rien. J'ai commencé à creuser dans les finances d'Étienne. Un samedi après-midi, alors qu'il regardait le football avec Charles, j'ai discrètement ouvert mon ordinateur portable et cherché toute trace de revenus qu'il aurait pu partager avec moi, ce que j'ai soudain réalisé qu'il n'avait jamais fait. Depuis le jour de notre mariage, je n'avais jamais vu un vrai bulletin de salaire. La dernière fois que j'en ai parlé, il a posé sa tasse de café et a dit, irrité, « Pourquoi penses-tu que je cache quelque chose ? Tu sais déjà que je ne gagne pas beaucoup. Tu m'accuses maintenant ? » Je ne lui ai pas dit que je n'étais pas seulement méfiante, je savais que quelque chose n'allait pas. Mais sans preuve, je suis restée silencieuse. J'ai continué à contribuer, à couvrir tout. À ce moment-là, j'avais versé plus de 110 000 € dans la maison et pour sa famille, presque tout l'argent que j'avais économisé au cours des 6 dernières années.
Et pourtant, étrangement, Étienne avait toujours de l'argent pour d'autres choses, une nouvelle paire de baskets en édition limitée, le dernier smartphone quelques semaines après sa sortie, une partie de pêche le week-end avec du matériel flambant neuf. Je ne savais pas d'où il tirait l'argent, mais ce n'était pas de moi. Une fois, j'ai doucement demandé, pourrais-tu être plus transparent sur nos finances afin que nous puissions gérer les choses ensemble, car en ce moment, je couvre tout? Étienne a fait une pause de quelques secondes, puis a dit, tu le fais parce que tu es doué, pas parce que je te l'ai demandé. Si ça te semble trop, ne le fais pas. Je ne te force pas, j'ai esquissé un sourire sec, le genre de sourire que seule une femme qui réalise qu'elle est utilisée peut maîtriser. Ni bruyant, ni en colère, juste le sourire de quelqu'un qui n'est plus naïve. Je n'ai plus demandé après ça. J'ai également cessé de partager les numéros de compte ou les soldes, mais j'ai commencé à documenter chaque paiement de dette, chaque facture de matériel, chaque virement bancaire, chaque message qu'Étienne m'envoyait pour me demander de l'aide encore une fois. Je ne savais pas à quoi tout cela me servirait, mais je savais qu'un jour, je l'utiliserais. Mes beaux-parents agissaient toujours comme s'ils m'adoraient, m'appelaient toujours le petit ange de la famille, m'apportaient toujours leur tarte aux pommes maison le week-end, comme si je n'étais pas celle qui portait seule la dette qu'ils avaient créée. Ils ne savaient pas que j'avais entendu cette conversation cette nuit-là. Ils ne savaient pas que leur mot de « elle gagne de l'argent comme de l'eau » une fois la maison terminée, il sera facile de la lâcher, résonnait dans ma tête chaque fois que j'ouvrais mon portefeuille. Étienne pensait toujours que je lui faisais confiance, et je l'ai laissé le penser, car j'avais appris qu'une femme forte n'a pas besoin de crier pour prouver son pouvoir. Parfois, le silence est le fondement d'une contre-attaque parfaitement calculée. Je ne savais pas exactement quand cela finirait, mais je savais une chose, la prochaine fois que je dépenserais de l'argent, ce ne serait pas pour rembourser des dettes, ce serait pour racheter ma liberté. Un mercredi après-midi pluvieux, temps typique de la région, je suis sorti d'une réunion imprévue avec des partenaires coréens et je suis rentré chez moi 3 heures plus tôt que prévu. Je pensais faire un saut à ma boulangerie préférée pour des sablés aux châtaignes, puis rentrer à la maison et préparer le dîner pour Étienne, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps à cause du travail. En tournant dans notre rue, j'ai remarqué le SUV argenté de Charles déjà garé dans le garage. Bizarre, car ce n'était pas dimanche, il ne venait habituellement que le dimanche. J'ai doucement ouvert la porte, laissant la lumière du couloir éteinte. Des gouttes de pluie tombaient de mes cheveux, mais je ne les ai pas remarquées. Des rires et des voix flottaient depuis le salon, cette fille est vraiment une mine d'or, Étienne. La voix de Diane a retenti, aiguë comme du verre brisé. Tu te souviens de la première fois que j'ai rencontré Nathalie? Je n'arrivais pas à croire qu'elle serait le genre de femme si facile à manipuler. Charles a ri. Puis Étienne a renchéri, c'est simple, il suffit de faire semblant de s'intéresser, de dire quelques mots doux. Les femmes comme elle, dures à l'extérieur mais toujours en quête d'amour au fond d'elles, n'est-ce pas? Totalement, a ajouté une voix féminine inconnue. Je suis toujours choqué qu'elle ait mordu à l'hameçon si facilement. Cette maison est pratiquement la sienne maintenant, la plupart des dettes sont payées, il suffit d'étirer ça quelques mois de plus et c'est fait. Je me suis figé. L'air s'est épaissi comme si quelqu'un avait rempli chaque fissure de colle. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, juste que ma main serrait mon sac si fort que mes jointures sont devenues blanches. Puis j'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit, je me suis retourné et je suis sorti comme si je n'étais jamais rentré chez moi. Cette nuit-là, j'ai envoyé un message à Étienne disant que je devais rester à l'hôtel en raison de la visite de clients internationaux. Il a répondu avec une seule ligne, « Prends soin de toi. Je t'aime. » J'ai fixé le message, sans répondre. À l'intérieur, tout s'est brisé. Mais à partir de ces éclats, j'ai commencé à élaborer un plan. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait de rage, je n'ai pas explosé comme dans une scène de drame. J'ai appuyé sur enregistrer. La prochaine fois que je suis rentré à la maison, j'ai apporté un petit enregistreur glissé dans la poche de mon manteau. J'ai agi fatigué, enseveli sous le travail, comme si je ne remarquais pas que le dîner de cette nuit-là incluait une nouvelle femme présentée comme une associée professionnelle. J'ai souri, versé du vin, fait la conversation, mais à l'intérieur, je capturais chaque regard, chaque faux sourire. J'ai également compilé discrètement un bilan complet de notre historique financier, chaque euro que j'avais dépensé en 2 ans de mariage, les paiements de dettes de rénovation, les dépenses de vie, tout cela consigné dans un dossier confidentiel. J'ai envoyé une copie à mon avocate avec une note, ne faites rien, gardez juste ça. Puis j'ai commencé le processus de transfert de la maison à mon nom. Initialement, par souci de transparence,
j'avais suggéré que nous soyons copropriétaires. Mais maintenant, j'avais quelqu'un qui gérait le transfert de la part d'Étienne à mon nom sous prétexte d'optimisation fiscale immobilière. Il a signé sans hésiter. Et une semaine plus tard, j'ai fait semblant d'être la vieille Nathalie à nouveau, la femme fatiguée qui cuisinait toujours, demandait toujours des nouvelles de sa journée, aimait toujours. Pendant ce temps, je comptais les jours jusqu'à la révélation parfaite. Il n'avait aucune idée que j'avais discrètement déposé une demande de divorce, aucune idée que j'avais racheté la dette restante à des conditions spéciales, faisant de moi leur nouveau créancier, aucune idée que la fille au cœur tendre qu'il prévoyait de jeter tenait maintenant toutes les cartes. Et quand le moment est venu d'exposer la vérité, je ne crierai pas. J'ouvrirai simplement la porte et les inviterai à sortir de ma vie un par un, non pas avec amertume, mais avec des preuves nées de leurs propres mensonges. Je pensais être une femme rationnelle, intelligente, terre à accent grave terre, immunisée contre les dommages émotionnels. Mais quand votre cœur est manipulé si subtilement, vous apprenez que les blessures les plus profondes ne sont pas causées par une force brutale, elles proviennent de petites coupures répétées discrètement chaque jour. J'ai continué à jouer mon rôle, la femme dévouée, la belle-fille idéale. J'ai continué à sourire quand Étienne me serrait dans ses bras par derrière, à hocher la tête quand ma belle-mère m'appelait la fierté de la famille. J'ai même augmenté les paiements mensuels pour rembourser leurs dettes plus rapidement, juste pour qu'ils croient que je leur faisais toujours confiance. Ils ne réalisaient pas que c'était les derniers euros que je leur donnerais, non par amour, mais par mépris, soigneusement enveloppés dans le calme. Au 18e mois de mes paiements réguliers, j'ai appelé la banque qui détenait la majeure partie de la dette de Charles et Diane. En tant que garante originale, j'ai proposé de régler le solde restant en une seule somme forfaitaire en échange de l'attribution complète de la dette à mon nom. Cela n'a pas pris longtemps, ils ont accepté avec plaisir. À partir de ce moment, moi, Nathalie Parker, j'étais officiellement la détentrice de la reconnaissance de dette de mes beaux-parents. Une semaine plus tard, j'ai rempli les formalités pour transférer la pleine propriété de la maison rénovée, où toute la famille vivait désormais, à mon nom. Étienne n'a rien remis en question quand je lui ai dit que c'était pour de nouvelles procédures fiscales. Il a signé les documents avec un demi-sourire et un regard distrait dans les yeux. Je me souviens de ce moment si clairement. Une seule phrase résonnait dans mon esprit, « Merci Étienne, tu viens de me remettre la clé pour mettre fin à tout cela. » J'ai discrètement commencé à travailler avec mon avocate personnelle, déposant une demande de divorce auprès des autorités compétentes du département, avec chaque détail gardé strictement confidentiel. Pendant ce temps, j'ai rassemblé toutes les preuves nécessaires, relevés bancaires, reçus, emails et surtout l'enregistrement audio de la nuit où j'ai accidentellement surpris leur plan pour me jeter. Mon avocate, Claude Lefebvre, une femme vive et posée d'une cinquantaine d'années, m'a regardé après notre première réunion et m'a dit, « Si j'étais vous, je ne me mettrais pas en colère. J'attendrais et, quand tout serait prêt, j'appuierais sur le bouton. Au bon moment, sur la bonne cible. » J'ai répondu seulement par un mince sourire sans émotion. La nuit précédant la révélation, j'ai cuisiné comme d'habitude, la lasagne préférée d'Étienne, une salade pour ma belle-mère et un gâteau au beurre et au citron pour Charles. J'ai même versé le vin et porté un toast pour en avoir enfin presque fini avec la dette. Étienne a rayonné, les yeux brillants. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi ça, Nathalie, vraiment. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai légèrement tapoté son verre, les regardé profondément. Je le pense aussi, Étienne. Merci de m'avoir montré ta vraie nature si tôt. Il n'a pas compris ce que je voulais dire, mais moi, si, et je n'ai pas cherché à expliquer. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai laissé les papiers du divorce sur le comptoir de la cuisine, accompagné d'une copie du transfert officiel de dette me désignant comme le nouveau créancier de Charles et Diane, et d'une courte note, « Bonne chance pour négocier avec votre nouveau prêteur. » Je n'ai aucune intention d'être généreuse. Je suis sorti de cette maison et j'ai emménagé dans un petit appartement terrasse que j'avais secrètement acheté grâce au bénéfice d'un investissement privé que je nourrissais depuis 3 ans. L'endroit donnait sur le front de mer de la ville, où le lever du soleil se reflétait sur l'eau chaque matin, un rappel que la paix n'est pas quelque chose d'octroyé, mais quelque chose que l'on reprend de ses propres mains. Cet après-midi-là, mon avocate a envoyé des notifications formelles à Étienne et à ses parents. Ils avaient 3 choix, rembourser la dette restante intégralement sous 60 jours, quitter la maison immédiatement en me cédant le contrôle total, ou faire face à des poursuites judiciaires pour non-conformité. Je ne suis pas resté pour voir leur réaction, car je la connaissais déjà. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées, et lâcher prise au bon moment est bien mieux que de laisser la confiance pourrir en quelque chose d'irréparable.
Et la seule chose que je regrettais était de ne pas avoir réalisé plus tôt que parfois, le pardon n'est pas noble, c'est juste de la faiblesse déguisée en vertu. Je pensais avoir rompu proprement, que j'avais le dessus quand j'ai laissé les papiers du divorce et que je suis parti de cette maison en silence. Mais j'ai oublié une chose, les personnes qui vivent aux dépens des autres riposteront toujours de la manière la plus laide lorsqu'elles se sentent menacées. Seulement 3 jours après la soumission des documents de divorce, Étienne m'a envoyé un message me demandant de nous rencontrer pour discuter. J'ai refusé. Je lui ai dit que toutes les communications devaient passer par les voies légales. Il n'a pas répondu. Je pensais que c'était la fin, mais ce samedi matin, alors que je me préparais pour un séminaire d'investissement au centre-ville, j'ai reçu un appel de mon gérant immobilier, Monsieur Dubois. Sa voix était pressante. « Nathalie, je suis désolé de vous déranger si tôt. Quelqu'un vient de changer les serrures de la propriété de la rue du Lac et a prétendu que vous n'en étiez plus propriétaire. Je viens de recevoir un appel disant qu'une femme a emménagé avec Étienne. » J'ai figé. Sans attendre une seconde de plus, je suis allé directement à l'ancienne maison, la maison que j'avais rénovée avec mon propre argent, où j'avais personnellement choisi chaque carreau et chaque lustre. Le portail avait une nouvelle serrure, mais j'avais une clé de rechange du jeu original, et j'avais déjà déposé les documents de transfert de propriété auprès de toutes les autorités locales dès qu'ils avaient été finalisés. J'ai sonné à la porte. Celui qui a ouvert la porte était Étienne, portant la chemise blanche que je lui avais offerte pour son anniversaire il y a 2 ans. Mais cette fois, il ne m'a pas salué pieds nus à la porte comme avant. Il se tenait dans l'embrasure, calme et serein. « Nathalie, je pense qu'il est préférable que tu retournes à ton nouvel appartement. Ce n'est plus ta maison. » Je l'ai regardé et je n'ai rien dit. Derrière lui, j'ai vu une jeune femme aux cheveux blonds légèrement bouclés sortir de la cuisine, tenant un verre de jus d'orange. Elle a souri comme si j'étais une invitée indésirable. « C'est ma nouvelle petite amie », a dit Étienne, comme s'il annonçait une nouvelle paire de chaussures. Je suis restée silencieuse. « Oh, et une chose de plus, » a-t-il ajouté, « mes parents pensent que tu pourrais toujours vivre ici si tu acceptes quelques conditions. » J'ai levé un sourcil. « Conditions ? Oui, tu peux rester ici, mais tu devras payer un loyer. Et comme la maison est plus remplie maintenant, ce serait génial si tu pouvais t'occuper du ménage, de la lessive et de la cuisine. » J'ai éclaté d'un long rire débridé. Étienne a reculé d'un demi-pas, probablement pris au dépourvu. « Tu es en train de me dire que je dois payer un loyer et faire des tâches ménagères dans une maison qui est légalement la mienne ? » Étienne a haussé les épaules. « Eh bien, tu es en quelque sorte parti. J'ai juste réorganisé les choses un peu. » J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai rapidement composé un numéro familier. « Bonjour Claude, c'est moi », ai-je dit lorsque la ligne a été connectée. « Préparez-vous à déposer des plaintes pour violation de propriété, occupation illégale et atteinte aux droits de propriété. Oui, toute la famille de mon ex-belle-famille, à partir d'aujourd'hui. » J'ai regardé Étienne droit dans les yeux, sans aucune douceur. « Vous avez 3 heures pour faire vos bagages et quitter ma maison avec votre petite amie et vos parents. Sinon, la police sera là avant le déjeuner. » Son visage est devenu pâle. « Tu ne peux pas faire ça, Nathalie. Nous étions mariés. » Était, ai-je souligné. « Et tu as mis fin à cela. Je suis désolé, mais tu n'as pas dit que tu m'aimais encore ? Tu m'as dit un jour ? J'ai dit beaucoup de choses, les jeux coupés, mais je n'ai jamais dit que j'étais stupide. » Je me suis retourné et j'ai marché vers le portail, me sentant plus légère que je ne l'avais été en 2 ans, comme si je venais de poser un poids de 50 kg. Étienne ne m'a pas suivi. Il savait que c'était fini. Et je savais que ce n'était pas une vengeance, c'était la justice. Et dans un monde où les femmes comme moi sont étiquetées comme trop fortes pour être aimées, ce n'était pas seulement une déclaration à l'intention d'Étienne, mais à tous ceux qui avaient cru que l'indépendance était là pour être exploitée. 3 jours après cette confrontation à l'ancienne maison, mon avocate a personnellement envoyé une lettre de mise en demeure formelle à Étienne et à sa famille, précisant clairement 3 points, la propriété de la rue du Lac était légalement à mon nom. Entièrement enregistré auprès du registre foncier du département, il l'occupait illégalement, et s'il ne la quittait pas dans les 7 jours, je déposerai une action civile en expulsion. La dette restante, plus de 60 000 €, n'avait pas été remboursée, seulement différée en raison de négociations bancaires. À partir de ce moment, Charles et Diane étaient entièrement responsables en tant que débiteurs originaux. Claude a joint toute la documentation nécessaire, relevé bancaire, garantie financière, le contrat de transfert de dette et les preuves à l'appui. Chaque détail était couvert.
Cet après-midi-là, Étienne m'a appelé 5 fois. Je n'ai pas répondu. Il m'a envoyé un message, je sais que tu es en colère, mais nous pouvons régler ça sans en faire une guerre. J'ai répondu par une seule ligne, que ton avocat parle au mien. J'ai également engagé une action civile contre Étienne et sa petite amie, la femme blonde que j'avais vue dans ma cuisine ce jour-là, pour adultère et violation des devoirs conjugaux. Si l'adultère n'affecte pas directement les jugements de divorce, en cas de préjudice financier et de preuve, la partie coupable peut être tenue responsable en vertu du droit civil, y compris pour la pension alimentaire. J'avais tout, enregistrement, photos, SMS et même une déclaration d'un livreur qui l'avait vu aller et venir pendant mon absence. Claude a déposé une demande de dommages et intérêts de 75 000 €, y compris le préjudice moral, les dommages matériels personnels et les frais de justice. Mais cela ne s'est pas arrêté là. J'ai également déposé une demande pour récupérer les 60 000 € que j'avais avancés pendant la rénovation et les remboursements de dettes, avec les reçus de transfert et une reconnaissance de dette manuscrite qu'Étienne m'avait supplié de signer lorsqu'il avait demandé de l'aide pour la première fois. Ils étaient acculés. Ce qui était une façade à peine tenue était devenu une image complète, peinte de trahison et couverte de faux sourires. Étienne s'est finalement présenté à la première médiation. Sa confiance suffisante avait disparu. Il avait l'air épuisé, tiré et tendu. Il m'a regardé et a dit doucement, « Je sais que j'ai fait une erreur, mais Nathalie, si tu vas jusqu'au bout, je perdrai tout. » J'ai répondu froidement, « Tu as tout parié au moment où tu m'as trahi. » Le perdre n'était pas de mon fait, mais du tien. Sa petite amie ne s'est pas présentée à l'audience, mais par l'intermédiaire de son avocate, elle a envoyé une proposition de règlement, prête à payer une partie des dommages si son nom restait confidentiel devant le tribunal. J'ai accepté. Non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que je savais que le coup le plus dur ne vient pas des cris, il vient en silence. Et je n'avais pas fini de jouer ma partie finale. Quant à mes ex-beaux-parents, après avoir reçu la lettre de mise en demeure, ils m'ont appelé en pleurs, suppliant, se présentant comme des victimes. Charles a étouffé, « Nathalie, tu étais autrefois notre belle-fille. Veux-tu vraiment détruire cette famille ?» Je l'ai coupé, ma voix ferme, « Je ne détruis rien. Votre famille a simplement supposé que je ne savais pas me défendre. Maintenant, je prends simplement ce qui me revient de droit. » Ils sont restés silencieux. Je savais qu'avec des gens comme eux, ceux qui n'admettent jamais leur tort, la perte est la seule leçon qui porte ses fruits. Mais je n'attendais pas qu'ils changent, je n'avais pas besoin d'eux. Ma vie avait déjà tourné une nouvelle page, une page où je tenais le volant et personne ne pouvait me le reprendre. Étienne et tous ceux de son côté n'étaient plus que des personnages secondaires dans une histoire que j'avais déjà effacée de mes étagères. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je signerais des papiers pour vendre la maison qui fut autrefois mon foyer, l'endroit où j'avais investi tant de temps, d'argent et d'émotions. Mais j'ai finalement compris, aussi belle que soit une maison, ce ne sont que 4 murs si tout ce qu'elle contient, ce sont des mensonges et des manipulations. La propriété de la rue du Lac a été réévaluée après les rénovations, et avec le marché immobilier en plein essor, j'ai reçu une offre un mois seulement après la mise en vente. Un jeune couple a offert 200 000 €, exactement ce que j'espérais. Ils ont adoré l'agencement à double espace, surtout la cuisine que j'avais repensée de fond en comble. Après déduction de tous les coûts de rénovation et des investissements personnels, j'ai réalisé un bénéfice net de plus de 40 000 €. Ce n'était pas une somme énorme, compte tenu du temps et de la douleur que cela m'avait coûté, mais plus que suffisant pour marquer un nouveau départ, libre d'anciens souvenirs. Lors de la médiation de divorce, le tribunal a approuvé ma demande de pension compensatoire. Étienne a été condamné à payer 35 000 € sur 12 mois. La petite amie, malgré ses tentatives de minimiser son rôle, a dû payer 150 € pour éviter d'être nommée publiquement au tribunal. La famille de Charles, face à la pression juridique, a remboursé les 60 000 € que j'avais avancés, non par bonne volonté, mais pour éviter d'être poursuivi pour rupture d'accord financier signé. En tout, j'ai récupéré plus de 150 000 € entre la vente de la maison et les règlements. Mais la chose la plus précieuse que j'ai gagnée n'était pas en euros. Après la tempête, j'ai commencé à prendre l'investissement au sérieux. Je pensais qu'épargner suffisait. Maintenant, je sais que les femmes modernes ont besoin de plus qu'un simple revenu stable, nous avons besoin d'esprits financiers affûtés. Je me suis inscrite à un cours de gestion de patrimoine personnel, j'ai engagé un conseiller indépendant et j'ai appris à lire les marchés non pas avec émotion, mais avec des données. Lentement, la douleur a perdu son emprise sur moi.
J'ai réalisé que je pouvais construire un avenir meilleur par moi-même, sans béquilles, sans avoir besoin d'amour pour me sentir entière. Un après-midi d'automne, je me suis tenu sur le balcon de mon nouvel appartement, surplombant le front de mer de la ville, le coucher de soleil répandant un miel doré dans le ciel. Et cela m'a frappé, je vivais la vie dont la Nathalie d'autrefois rêvait, mais qu'elle ne croyait jamais mériter. Je ne suis plus en contact avec Étienne. Je ne me soucie pas de savoir s'il est toujours avec cette femme, ce n'est plus mon histoire. J'avais refermé ce livre, sans le déchirer, sans le renier, mais en le laissant exactement là où il devait être, le passé. Mes parents, qui n'avaient autrefois pas compris pourquoi j'avais choisi quelqu'un comme Étienne, sont maintenant plus proches de moi que jamais. Ils n'ont jamais dit que j'avais raison, mais le regard dans les yeux de ma mère quand elle a visité ma nouvelle place en a dit assez. Mon père, toujours le type silencieux, m'a juste tapoté l'épaule et a dit « Tu es plus forte que je ne l'ai jamais imaginé ». J'ai souri. Je n'avais pas besoin des mots. Je savais déjà que je n'étais plus la même Nathalie. Je suis Nathalie, la femme autrefois considérée comme facile à utiliser parce qu'elle aimait trop fort. Mais maintenant je m'aime plus que quiconque n'aurait jamais pu. Je n'ai pas fermé le monde, mais je choisis soigneusement qui j'y laisse entrer, non par peur, mais parce que j'ai appris que toutes les personnes qui s'approchent ne sont pas là pour vous élever. Certaines sont juste là pour prendre ce qu'elles peuvent. Et si vous me demandez si je regrette d'avoir aimé Étienne, je dirai non. Parce que sans lui, je n'aurais pas appris où sont mes limites. Je n'aurais pas su jusqu'où je pouvais aller une fois que j'avais lâché prise. Et surtout, je n'aurais jamais découvert que parfois, la chose dont nous avons le plus besoin de nous défaire est la chose même dont nous pensions autrefois ne pas pouvoir vivre sans. Mais j'ai vécu, et je vis mieux que jamais. L'histoire de Nathalie est la preuve puissante que l'amour ne rend pas toujours la loyauté, mais apprendre à aimer sagement, et surtout à s'aimer soi-même, est ce qui compte le plus. Après la douleur, elle a non seulement retrouvé la justice, mais elle en est sortie plus intelligente, plus forte et plus ancrée. Elle a refusé de laisser le chagrin la définir et l'a plutôt utilisé pour construire la vie qu'elle mérite enfin. Un rappel pour nous tous, lâcher prise au bon moment est le premier pas vers la vraie liberté. Que pensez-vous du parcours de Nathalie? A-t-elle fait le bon choix en défendant sa valeur?